Antoine-Alexandre Leclerc, 38 ans. Une fortune colossale estimée à 2,4 milliards d'euros. Et pourtant, un vide béant au plus profond de sa poitrine. Un gouffre que tout l'or du monde ne parvenait pas à combler. 15 décembre 2025, 23h47, avenue des Champs-Élysées. Une pluie torrentielle. Antoine-Alexandre rentrait chez lui après une énième journée de travail de 16 heures. Assis à l'arrière de sa DS9 E-Tense, il fixait la vitre. Sans rien voir réellement, son chauffeur stoppa au feu rouge. Et alors, Antoine-Alexandre vit quelque chose qui figea son monde, qui arrêta le temps. À même le sol, sous un porche, une femme dormait sur des cartons. Dans ses bras, un bébé emmitouflé dans des loques. Son corps était recroquevillé, protégeant l'enfant des gouttes de pluie. Ses cheveux châtains détrempés collaient à son visage. Des mains abîmées serraient le bébé contre son cœur. Antoine-Alexandre eut l'impression de recevoir un coup de poing en plein estomac. Son cœur s'emballa. Une vague de reconnaissance, si violente, le traversa, qu'il en perdit son souffle pendant 3 secondes. Ce n'était pas de la compassion, ce n'était pas de la pitié. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien. Son âme hurlait un nom que sa raison ne comprenait pas. Isabelle. Antoine-Alexandre cligna des yeux, tenta de chasser cette pensée. Mais la sensation persistait. Sa poitrine le brûlait, ses mains tremblaient. « Ouvrez la portière !» ordonna-t-il à son chauffeur. Sa voix était rauque, étrange, même à ses propres oreilles. Le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Monsieur Leclerc, ouvrez la portière. »« Maintenant !» répéta Antoine-Alexandre. Le chauffeur obéit. Antoine-Alexandre sortit de la voiture. La pluie le frappa de plein fouet, trempant son costume à 15 000 €. Il n'y prêta aucune attention. Il s'avança vers la femme. De près, elle était encore plus jeune qu'elle n'y paraissait. 28 ans peut-être. Trop maigre. Des vêtements déchirés. Mais malgré tout, il y avait quelque chose en elle. Quelque chose qui faisait battre le cœur d'Antoine-Alexandre d'une manière douloureuse. Il s'accroupit à côté d'elle, tendit la main, hésitant à toucher son épaule, au moment où ses doigts effleurèrent le tissu mouillé de son chemisier. La femme se réveilla en sursaut, ses yeux s'ouvrirent, verts, profonds comme l'océan. Et quand ses yeux croisèrent les siens, Antoine-Alexandre vit. Ce n'était pas un souvenir, c'était une vision, un flash de moins de 2 secondes, qui le frappa comme la foudre. Un jardin, des roses blanches, une fontaine en forme de croissant de lune, une femme vêtue d'une robe dorée médiévale, un homme à la peau mate, des chaînes aux poignets, des mains entrelacées, des murmures. « Je te retrouverai à chaque vie !» La vision disparut aussi vite qu'elle était apparue. Antoine-Alexandre cligna des yeux, abasourdi, le cœur battant la chamade. La femme le fixait, les yeux écarquillés. Elle avait senti aussi. Antoine-Alexandre en était sûr. Il y avait de la reconnaissance dans son regard. Elle recula brusquement, serrant le bébé contre elle. « Ne vous approchez pas !» murmura-t-elle. Sa voix était rauque de fatigue, mais ferme. « J'ai un couteau !» Antoine-Alexandre leva les mains en signe de paix. « Je ne veux pas vous faire de mal, dit-il. Je vous ai vu ici et... »« Et quoi ?» l'interrompit la femme, toujours méfiante. « Vous allez me faire la charité ? Je n'en ai pas besoin. » Le bébé se mit à pleurer. Elle commença aussitôt à le bercer, murmurant des mots doux. « Chut, Mathis, tout va bien. Maman est là. » Antoine-Alexandre regarda le bébé. 2 mois peut-être. Emmitouflé dans une couverture qui avait dû être blanche, mais qui était maintenant grise de saleté. Quelque chose se brisa en lui. « À quand remonte votre dernier repas ?» demanda Antoine-Alexandre. La femme ne répondit pas. Ses yeux verts le fixaient simplement, avec un mélange de fierté blessée et de désespoir silencieux. « Il y a un hôtel à 3 rues d'ici, » dit Antoine-Alexandre. « Laissez-moi vous payer une chambre. Une nuit, de la nourriture chaude, un bain chaud pour le bébé. » Elle hésita. Antoine-Alexandre vit la lutte intérieure sur son visage, l'orgueil contre la nécessité. « Je ne veux pas de votre argent, » finit-elle par dire. « Mais Mathis,
Il a de la fièvre depuis 2 jours. Alors acceptez, pour votre fils. » Silence. La pluie redoublait autour d'eux. Antoine Alexandre était trempé jusqu'aux os, mais il ne bougeait pas. La femme finit par acquiescer. Un léger hochement de tête. Antoine Alexandre l'aida à se relever. Au moment où il prit son bras pour la stabiliser, une autre vision le frappa. Plus forte cette fois, une place publique, une foule hurlante, un homme traîné vers la potence. Il se retourna, les yeux désespérés cherchant quelqu'un, et alors il vit une femme vêtue d'une robe dorée courant vers lui, les cheveux noirs défaits, le visage couvert de larmes. Isabelle, non, la vision cessa. Antoine Alexandre lâcha brusquement son bras, respirant fort. « Vous, » murmura la femme. Ses yeux étaient embués. « Vous avez vu aussi, n'est-ce pas ?» Antoine Alexandre ne put répondre. Sa gorge était nouée. Le chauffeur ouvrit la portière de la voiture. Antoine Alexandre aida la femme et le bébé à monter. Il s'assit à côté d'elle sur la banquette arrière. Il y avait 1 demi-mètre de distance entre eux. Mais Antoine Alexandre sentait comme une corde invisible le tirant vers elle. « Comment vous appelez-vous » finit-il par demander. « Lucie, Lucie Moreau, Lucie !» Le nom sortit de ses lèvres comme une prière. « Je suis Antoine Alexandre. Je sais qui vous êtes, » dit Lucie doucement, regardant par la fenêtre. Tout le monde connaît Antoine Alexandre Leclerc, le milliardaire, l'homme qui construit des empires. Elle dit cela sans amertume. Juste comme un fait, Antoine Alexandre l'observa en silence. Son profil éclairé par les lumières de la rue, les cheveux mouillés collés à sa joue, le menton relevé malgré la situation, il y avait une force en elle, une dignité que la pauvreté n'avait pas réussi à briser. Et soudain, Antoine Alexandre comprit pourquoi il n'arrivait pas à la quitter des yeux. Ce n'était pas de l'attirance physique, bien qu'elle fût belle d'une manière simple et honnête. C'était de la reconnaissance. C'était la sensation terrifiante et merveilleuse que son âme connaissait la sienne depuis beaucoup plus longtemps que son esprit ne pouvait le concevoir. La voiture s'arrêta devant l'hôtel Plaza Athénée, l'un des palaces qu'Antoine Alexandre possédait. Le directeur de nuit faillit tomber de sa chaise quand il vit le propriétaire entrer dans le hall à 23h56, trempé jusqu'aux os, accompagné d'une femme en guenilles tenant un bébé. « Monsieur Leclerc, » balbutia le directeur, « nous ne vous attendions pas. Suite présidentielle, » ordonna Antoine Alexandre. Immédiatement, de la nourriture chaude, des vêtements propres pour cette dame, un médecin pour le bébé. Le directeur ne posa aucune question. En 10 minutes, Lucie et Mathis se trouvaient dans une suite de 200 mètres carrés qui coûtait 3 000 € la nuit. Lucie resta plantée au milieu de la pièce, tenant Mathis, regardant autour d'elle comme si elle venait d'atterrir sur une autre planète. Antoine Alexandre l'observa tandis qu'elle touchait le canapé de velours du bout des doigts, émerveillement et tristesse mêlés sur son visage. « Depuis combien de temps êtes-vous à la rue ?» demanda Antoine Alexandre doucement. « 3 mois, répondit Lucie. Depuis la naissance de Mathis, et le père, disparu quand il a appris que j'étais enceinte. » Lucie dit cela sans émotion. « Comme on annonce la météo, j'étais infirmière. J'ai perdu mon emploi quand ma grossesse a commencé à gêner mes horaires. Je n'ai pas pu payer le loyer. J'ai été expulsée. Sa famille à elle. Il n'en a pas. Sa mère est décédée quand elle avait 14 ans. Elle n'a jamais connu son père. » Antoine Alexandre sentit une douleur vive dans sa poitrine. « Elle est seule ?»« Non, » dit Lucie, en regardant Mathis. « Je l'ai lui. » Le médecin arriva 15 minutes plus tard. Il examina Mathis, diagnostiqua une légère infection respiratoire et prescrivit des antibiotiques. Le bébé allait bien. Lorsque le médecin sortit, Lucie se permit enfin de se détendre. Elle s'assit sur le canapé, Mathis dormant dans ses bras. Antoine Alexandre s'assit dans le fauteuil en face. Il observa en silence. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda soudain Lucie. « Pourquoi m'aidez-vous » Antoine Alexandre n'avait pas de réponse. Ou plutôt, il avait une réponse qui semblait complètement insensée. « Parce que quand je vous ai regardé, j'ai eu l'impression d'avoir attendu 600 ans ce moment. »
Mais il ne dit pas ça. Au lieu de cela, il répondit « Parce que vous avez besoin d'aide ». Lucie l'étudia longuement. « Vous avez senti quelque chose, n'est-ce pas? Quand vous m'avez touché, vous avez vu quelque chose. » Antoine Alexandre se figea. « Oui, moi aussi, » murmura Lucie. « J'ai vu un jardin. Et vous? Mais vous étiez différents. Vos vêtements, tout était ancien. » Antoine Alexandre se pencha en avant. « Quoi d'autre avez-vous vu? Un homme? On l'emmenait, quelqu'un pleurait. Je crois que c'était moi. » Lucie secoua la tête comme pour chasser le souvenir. « Ça n'a aucun sens. Je dois devenir folle. »« Vous n'êtes pas folle, » dit Antoine Alexandre. Sa voix sonna plus intense qu'il ne l'avait voulu. « J'ai vu la même chose. » Leurs yeux se rencontrèrent. Un instant, le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait que d'eux. Et la certitude grandissante qu'il se passait quelque chose d'impossible. Lucie rompit le contact visuel en premier. Elle se leva. « Merci pour la chambre, pour le médecin. Mais demain matin, je pars. »« Non, » dit Antoine Alexandre, se levant également. « Restez, au moins jusqu'à ce que Mathis aille mieux. Je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. » Antoine Alexandre chercha ses mots. « J'ai besoin de quelqu'un pour travailler au manoir. Ménage. Organisation. Vous avez dit que vous étiez infirmière. Ma mère est malade. Elle a besoin de soins. » C'était en partie vrai. Sa mère souffrait d'un début de maladie de Parkinson. Mais la vraie vérité était qu'Antoine Alexandre ne supportait pas l'idée que Lucie disparaisse, pas avant de comprendre ce qui se passait entre eux. Lucie le regarda avec suspicion. « Vous inventez un emploi pour moi. Je vous offre un vrai emploi. Salaire juste. Chambre et nourriture comprises. Vous et Mathis auriez un endroit sûr où rester. » Silence. Antoine Alexandre voyait la guerre se dérouler en elle. Finalement, elle demanda « Combien ?»« 5 000 € par mois, » répondit Antoine Alexandre. C'était 3 fois le salaire moyen d'une employée de maison à Paris et une chambre séparée dans l'aile du personnel. Intimité totale. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda à nouveau Lucie, ses yeux verts perçant les siens. « La vraie raison. » Antoine Alexandre inspira profondément. « Parce que quand je vous ai regardé, j'ai senti que mon âme vous connaissait et j'ai besoin de comprendre pourquoi. » L'honnêteté brutale de la réponse laissa les deux silencieux. Finalement, Lucie acquiesça. « 1 semaine. Je vais essayer pendant 1 semaine. » Antoine Alexandre sentit quelque chose de semblable à un soulagement inonder sa poitrine. « D'accord. » Il se tourna pour sortir, mais avant d'atteindre la porte, il s'arrêta. Se retourna. « Lucie, » dit-il, « avez-vous une marque de naissance? Quelque chose d'inhabituel ?» L'expression de Lucie changea. Lentement, elle tendit le bras droit, remonta sa manche déchirée, révélant son poignet. Là, sur la peau claire de l'intérieur de son poignet, il y avait une marque, petite, sombre, en forme de croissant de lune. Antoine Alexandre sentit le sol disparaître sous ses pieds. Avec des mains tremblantes, il commença à enlever sa veste, puis sa cravate. Puis il ouvrit les 3 premiers boutons de sa chemise, tira le tissu sur le côté, révélant son épaule gauche. Lucie laissa échapper un petit cri de choc. Sur l'épaule d'Antoine Alexandre, exactement de la même taille, exactement de la même teinte, il y avait une marque identique, un croissant de lune. Ils restèrent tous les deux immobiles, regardant les marques. L'impossibilité de 2 marques de naissance identiques chez 2 personnes qui venaient de se rencontrer. « Comment ?» murmura Lucie. « Comment est-ce possible ?» Antoine Alexandre n'avait pas de réponse. Son esprit irrationnel disait que c'était une coïncidence. Mais tout son corps vibrait avec une certitude qui transcendait la logique. « Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons, » dit-il doucement. « Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. » Lucie le fixa. Des larmes brillaient dans ses yeux verts. « Moi aussi, » avoua-t-elle, « et ça me fait peur. » Antoine Alexandre fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Il y avait tellement de questions, tellement de choses impossibles qui se passaient. « Reposez-vous, » dit-il finalement. « Nous en parlerons demain matin. » Mais en quittant la pièce, Antoine Alexandre savait qu'il ne pourrait pas dormir, pas avec son esprit en ébullition, pas avec la sensation de la peau de Lucie brûlant encore ses doigts,
Pas avec la vision de ce jardin, de cette place, de cette femme criant son nom. Isabelle. Qui était Isabelle? Et pourquoi, quand il regardait Lucie, Antoine Alexandre avait-il l'impression d'avoir enfin trouvé quelque chose qu'il cherchait chez chaque personne qu'il avait jamais connue? Antoine Alexandre Leclerc ne croyait pas au destin. Il ne croyait pas aux âmes sœurs. Il ne croyait pas à la réincarnation. Mais à 23h47, le 15 décembre 2025, sous la pluie, quelque chose en lui reconnut quelque chose en elle. Et cela changea tout. Si vous avez déjà regardé quelqu'un et ressenti une connexion que vous ne pouvez pas expliquer, si vous avez déjà eu l'étrange sensation de connaître une personne que vous venez de rencontrer, si vous avez déjà senti que votre âme reconnaît quelqu'un que votre esprit ne devrait pas se rappeler, alors vous comprendrez ce qui s'est passé cette nuit-là. Parce que certaines connexions ne commencent pas quand on rencontre quelqu'un. Elles ne font que continuer. Antoine Alexandre rentra chez lui à 2h30 du matin. Son manoir de 1500 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus huppés, était silencieux. Il monta directement dans sa chambre, ne se changea pas, se coucha simplement sur le lit, encore avec ses vêtements mouillés, regardant le plafond. Il ferma les yeux, et immédiatement, les visions revinrent, cette fois plus nettes, plus longues. Jardin, nuit, pleine lune dans le ciel. Il était agenouillé parmi les rosiers, les mains creusant la terre. Non, ce n'étaient pas ses mains. Elles étaient plus sombres, avec des cicatrices, des chaînes aux poignets. Une voix féminine murmura derrière lui, « Khalid ». Il se retourna, et là, elle était, pas Lucie, mais en même temps, c'était Lucie, même yeux verts, même visage en forme de cœur, mais avec une robe dorée médiévale, des cheveux noirs jusqu'à la taille, des bijoux au cou. Isabelle, il entendit sa propre voix dire, mais ce n'était pas sa voix, elle était plus profonde, avec un accent qu'il ne reconnaissait pas. « Tu ne devrais pas être ici. S'il nous voit, je m'en fiche, dit-elle. Khalid, je ne peux pas rester loin de toi. » Dans la vision, Antoine Alexandre ressentit des émotions qui n'étaient pas les siennes. Amour désespéré, peur paralysante, désir interdit. Isabelle s'approcha, toucha son visage. Quand il a incliné son visage dans la paume de sa main, Antoine Alexandre a ressenti une douleur si aiguë dans sa poitrine qu'il s'est réveillé en sursaut, haletant. Il s'est assis sur le lit, en sueur, le cœur battant la chamade. La pendule affichait 3h15. 3h15. Antoine Alexandre s'est levé. Il est allé dans la salle de bain, a ouvert le robinet, s'est jeté de l'eau froide au visage. Quand il s'est regardé dans le miroir, pendant une fraction de seconde, il a vu un autre visage reflété, plus jeune, la peau mate, les cheveux noirs, les yeux marron foncé. Il a cligné des yeux, et ce n'était plus que lui, Antoine Alexandre Leclerc, 38 ans, PDG, milliardaire, rationnel, mais plus tellement sûr de rien, plus de rien. Il a tiré sa chemise sur le côté. De nouveau, a regardé la marque de croissant de lune sur son épaule, quelque chose qu'il a toujours eu, quelque chose qu'il n'a jamais remis en question. Jusqu'à maintenant, Antoine Alexandre a attrapé son téléphone, a cherché marque de naissance lune croissante signification. Les résultats parlaient de mélanocytes, de cellules de pigmentation, de génétique, rien de surnaturel, rien. Il a modifié sa recherche. 2 personnes même marque de naissance. Coïncidence rare, mais possible, disait un article médical. Antoine Alexandre a jeté son téléphone sur le lit. Ce n'était pas une coïncidence. Il le savait, de la même façon qu'il savait que le soleil se lève à l'est, de la même façon qu'il savait son propre nom. Il connaissait Lucie, pas depuis 3 heures, depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais comment et d'où venaient ces visions? Ce jardin, cette femme appelée Isabelle, cet homme appelé Khalid. Antoine Alexandre n'a pas dormi du reste de la nuit. Il est simplement resté assis dans le fauteuil de sa chambre, regardant par la fenêtre la ville, attendant l'aube.
et pensant à des yeux verts qu'il connaissait depuis 600 ans, 600 ans, à 7 heures du matin. Antoine Alexandre était de retour à l'hôtel Plaza Athénée. Il est monté directement à la suite présidentielle, a frappé à la porte. Lucie a ouvert. Elle avait pris une douche, portait des vêtements propres que l'hôtel avait fournis, ses cheveux châtains encore humides, lâchés sur ses épaules, sans maquillage, simple. Et malgré tout, Antoine Alexandre a dû se tenir à la porte pour ne pas chanceler, face à la vague d'émotion qui l'a submergé en la voyant. « Bonjour », Lucie dit. Sa voix était prudente, cautelleuse. « Bonjour », Antoine Alexandre a regardé à l'intérieur de la suite. « Mathis va mieux ?» Beaucoup mieux. L'antibiotique fait déjà effet. Lucie a reculé d'un pas. « Vous voulez entrer ?» Antoine Alexandre est entré. La suite était impeccablement rangée. Lucie avait plié toutes les serviettes, organisé tous les coussins, tout laissé parfaitement en place. « Habitude d'infirmière », dit-elle en remarquant son regard. « Je ne supporte pas le désordre. » Antoine Alexandre a acquiescé, s'est assis sur le canapé. Lucie s'est assise dans le fauteuil en face, gardant ses distances. « Vous avez dormi ?» demanda-t-elle. « Non, et vous ?»« Moi non plus. » Silence. Les deux savaient pourquoi. Pourquoi? Finalement, Antoine Alexandre dit « J'ai eu des visions toute la nuit. Et vous ?» Lucie acquiesça lentement. « Oui, j'ai vu. Un jardin, un palais, des gens avec des vêtements anciens. Et vous? Mais ce n'était pas vous. Il était plus jeune, la peau plus foncée, mais les yeux étaient les vôtres. Khalid, dit Antoine Alexandre. Il s'appelait Khalid. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et elle s'appelait Isabelle, murmura Lucie, princesse Isabelle. Antoine Alexandre la fixa. Comment le savez-vous? Je l'ai entendu dans les visions. Vous, lui, Khalid, il l'appelait comme ça. Pendant un long moment, ils se sont juste regardés. Deux étrangers qui n'étaient pas des étrangers. Deux personnes qui venaient de se rencontrer, mais qui se connaissaient déjà depuis des siècles. Des siècles. C'est de la folie, dit Lucie, la voix tremblante. Rien de tout ça n'a de sens. Je sais, des marques de naissance identiques sont une coïncidence. Les visions ne sont que des rêves. La sensation de connaître quelqu'un n'est que juste. Sa voix a flanché. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Antoine Alexandre n'a pas réfléchi. Il s'est simplement levé, a franchi la distance entre eux, s'est agenouillé devant elle. « Hey !» dit-il doucement, « tout va bien. »« Non, tout ne va pas bien, » sanglota Lucie. « Je vois des choses, je ressens des choses. Vous êtes un milliardaire et je ne suis personne. Et pourtant, quand je vous regarde, je ressens... Qu'est-ce que vous ressentez ?» demanda Antoine Alexandre, la voix rauque. Lucie le regarda, les yeux verts, noyés de larmes, comme si j'étais revenu à la maison. Antoine Alexandre sentit quelque chose à l'intérieur de lui se briser et se recomposer en même temps. Il tendit la main, toucha son visage, essuya une larme avec son pouce. Au moment où sa peau a touché la sienne, la vision est revenue, de nouveau. Mais cette fois, les deux l'ont vue, ensemble, au même moment. Jardin la nuit, fontaine en forme de croissant de lune, Khalid et Isabelle main dans la main. Il a sorti quelque chose de sa poche, un médaillon en argent, en forme de croissant de lune. « Pour que tu n'oublies jamais, dit-il, que je suis à toi et que tu es à moi à chaque vie. » Isabelle prit le médaillon, pleura. Et ensuite, pour sceller à jamais la promesse, ils ont marqué leur peau. Khalid s'est fait tatouer sur l'épaule, Isabelle au poignet, les deux en forme de croissant de lune. La vision s'est terminée. Antoine Alexandre et Lucie sont revenus au présent au même moment, haletants, se regardant avec un choc absolu. « Vous avez vu ?» murmura Antoine Alexandre. Ce n'était pas une question. « J'ai vu », confirma Lucie. « Les marques, ils ont fait les marques, exprès. » Pour se retrouver, Antoine Alexandre regarda son poignet, puis sa propre épaule. Les marques qu'ils avaient toujours eues. Des marques qu'ils pensaient n'être que des marques de naissance. Mais ce n'était pas le cas.
C'étaient des promesses, des promesses, des promesses d'il y a 600 ans. 600 ans. Nous sommes eux, murmura Lucie, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes Khalid et Isabelle. L'esprit rationnel d'Antoine Alexandre voulait nier, mais son corps, son âme, chaque cellule de son être criait oui. Il était toujours agenouillé devant elle, touchant encore son visage, si près qu'il pouvait compter chaque cils, voir chaque nuance de vert dans ses yeux. Et alors, Mathis a commencé à pleurer dans la chambre à côté. Le moment s'est brisé. Lucie a cligné des yeux, revenant à la réalité. S'est levée rapidement. « Excusez-moi, il a faim. » Elle a pratiquement couru vers l'autre chambre. Antoine Alexandre est resté agenouillé sur le sol, la main encore en l'air là où son visage était il y a quelques secondes. Qu'est-ce qui leur arrivait? Et plus important encore, qu'allait-il faire à ce sujet? Parce qu'Antoine Alexandre Leclerc était habitué à tout contrôler dans sa vie, ses affaires, ses émotions, son destin. Mais ça, cette connexion avec Lucie, ses visions, ses marques, c'était complètement hors de son contrôle, hors de son contrôle. Et pour la première fois en 38 ans, Antoine Alexandre n'était pas sûr de vouloir contrôler. Peut-être, juste peut-être, peut-être. Certaines choses étaient destinées à arriver. Destinées. Peu importe combien de temps cela prendrait. 2 jours plus tard, Lucie Moreau entra dans l'hôtel particulier d'Antoine Alexandre Leclerc pour la première fois et a immédiatement eu l'impression d'y être déjà venue. Le chauffeur d'Antoine Alexandre était venu la chercher, elle et Mathis, à l'hôtel. Le trajet de 20 minutes jusqu'au 16e arrondissement s'est déroulé dans le silence. Lucie regardait par la fenêtre, serrant Mathis contre sa poitrine, essayant de comprendre comment sa vie avait changé si radicalement en 48 heures. Quand le portail en fer s'est ouvert et que l'hôtel particulier est apparu, Lucie a retenu son souffle. C'était énorme, 3 étages d'architecture moderne, de verre et de pierre, un jardin impeccablement entretenu, une fontaine à l'entrée, et quelque chose dans tout cela était étrangement familier. Le chauffeur s'arrêta à l'entrée latérale. La porte pour le personnel, expliqua-t-il. Une femme d'environ 60 ans attendait, cheveux gris ramassés en un chignon serré, tailleur bleu marine, expression amicale, mais professionnelle. « Vous devez être Lucie Moreau », dit-elle en tendant la main. « Je suis Hélène, la secrétaire personnelle de Monsieur Leclerc depuis 20 ans. »« Enchantée », répondit Lucie en lui serrant la main. Hélène jeta un regard à Mathis et son visage s'adoucit. « Et voici donc Mathis, qu'il est mignon. J'ai déjà fait installer un berceau dans votre chambre. »« Merci. » Hélène la guida à l'intérieur. La demeure était encore plus impressionnante de l'intérieur. Sols en marbre, escaliers en acajou, des œuvres d'art aux murs dont Lucie était certaine qu'elles valaient plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé dans sa vie. Mais ce n'était pas la richesse qui la perturbait. C'était cette sensation de reconnaissance, comme si ses pieds connaissaient le chemin, comme si son corps se souvenait de tourner à gauche avant qu'Hélène ne le lui dise. Sa chambre se trouvait dans l'aile est, le quartier du personnel, petite comparée au reste de la demeure, mais plus grande et plus belle que tout ce que Lucie avait jamais habité. Il y avait un lit double, un berceau neuf à côté, une salle de bain privative, une fenêtre donnant sur le jardin, et quelque chose d'autre. Lucie entra dans la chambre et se dirigea droit vers la fenêtre. Elle regarda dehors, et elle vit le jardin. Pas le jardin moderne d'Antoine Alexandre Leclerc, mais le jardin de la vision. Elle pouvait presque voir les roses blanches, la fontaine en forme de croissant de lune, les ombres où Khalid et Isabelle se rencontraient. « Vous allez bien ?» demanda Hélène, inquiète. Lucie cligna des yeux, revenant au présent. « Oui, excusez-moi, c'est juste, très beau. » Hélène sourit. « Monsieur Leclerc a dit que vous deviez vous installer aujourd'hui. Commencez le travail demain. Votre fonction principale sera de vous occuper de sa mère, Madame Thérèse. Elle a un début de maladie de Parkinson. Elle a besoin d'aide pour les médicaments, la physiothérapie de base, de compagnie. » Lucie acquiesça. « Je suis infirmière. Je peux aider. » « Parfait. Madame Thérèse va vous adorer. »
Hélène hésita un instant, puis demanda « Puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Comment vous êtes-vous rencontrés? Vous et Monsieur Leclerc ?» Lucie ne savait pas quoi dire. La vérité semblait insensée. Il m'a vu dormir dans la rue et a senti que mon âme était son âme sœur d'il y a 600 ans. Alors elle dit simplement « Il m'a aidé quand j'en avais besoin. » Hélène l'étudia longuement. Il y avait quelque chose dans son regard, comme si elle savait qu'il y avait plus dans l'histoire. « Il a changé, » dit Hélène à voix basse. « Je travaille avec Antoine Alexandre depuis 20 ans. Je ne l'ai jamais vu ainsi. Ainsi comment? Perturbé, distrait, et en même temps, plus vivant que jamais ?» Avant que Lucie ne puisse répondre, une voix masculine résonna dans le couloir. « Hélène, où as-tu mis le rapport de… » Antoine Alexandre apparut sur le seuil de la porte. Il s'arrêta brusquement en voyant Lucie. Leurs yeux se croisèrent. Et pour le 3e jour consécutif, Lucie sentit cette connexion impossible, comme un courant électrique traversant l'air entre eux. « Monsieur Leclerc, » dit Hélène formellement. « J'étais juste en train de montrer la chambre à Mademoiselle Moreau. » Antoine Alexandre ne quitta pas Lucie des yeux. « Très bien, merci, Hélène. » C'était un renvoi clair. Hélène sortit, fermant la porte derrière elle. Antoine Alexandre et Lucie restèrent seuls, Mathis dormant dans le berceau. Un silence chargé entre eux. « Vous allez bien ?» demanda finalement Antoine Alexandre. « Oui, la chambre est… elle est parfaite. Merci. » Antoine Alexandre acquiesça. Il fit un pas à l'intérieur, un autre, comme s'il ne pouvait pas garder ses distances. « Lucie, je sais que tout cela est étrange, mais je veux que vous sachiez que vous êtes en sécurité ici. Si à un moment donné, vous vous sentez mal à l'aise… » « Je sais, » interrompit Lucie doucement, « vous n'avez pas besoin d'expliquer. » Antoine Alexandre la regarda. Vraiment regarda, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de son visage. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à vous, » confessa-t-il soudainement. « Les visions, les marques. J'ai fait des recherches pendant 2 jours. La réincarnation, les vies passées, les mémoires génétiques. Et rien n'explique ce qui se passe. » Lucie prit une profonde inspiration. « Moi non plus, j'ai rêvé du jardin à nouveau. 2, Khalid et Isabelle. Elle l'aime tellement que ça fait mal. Et lui, il sait qu'ils vont être découverts. Mais il ne peut pas rester loin. » Antoine Alexandre fit un pas de plus. Il était maintenant à moins d'1 mètre d'elle. Lucie pouvait voir les ridules autour de ses yeux, l'ombre de sa barbe, le pouls accéléré dans son cou. « Vous le sentez ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Cette attraction, ce n'est pas normal. C'est comme si mon corps reconnaissait le vôtre avant même que mon esprit ne puisse traiter. Je le sens, » admit Lucie, « et ça me fait peur. Parce que je ne vous connais pas, mais en même temps, j'ai l'impression de vous connaître depuis des siècles. » Antoine Alexandre tendit la main, hésitant, tremblant légèrement. « Je peux ?» Lucie acquiesça, le cœur battant la chamade. Antoine Alexandre toucha son poignet, exactement là où se trouvait la marque du croissant de lune. Avec son pouce, il traça la forme de la marque à travers le tissu de son chemisier. L'électricité fut instantanée. Lucie ferma les yeux. Et elle vit un flash rapide, Khalid embrassant exactement cet endroit. La marque, Isabelle riant disant en ancien espagnol « Mon âme te connaîtra à chaque vie ». Lucie ouvrit les yeux. Antoine Alexandre avait vu aussi. Elle pouvait le voir dans son regard. « Ceci ne peut pas être en train d'arriver » murmura-t-il. « Mais ça l'est. Qu'est-ce qu'on fait ?»« Je ne sais pas. » Mathis bougea dans son berceau, brisant le moment. Antoine Alexandre lâcha le poignet de Lucie brusquement. Il fit 2 pas en arrière. « Je devrais y aller. Vous laissez vous reposer. »« Antoine Alexandre !» Il s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. « Merci, » dit Lucie, « de me donner une chance, un endroit sûr pour Mathis. Je ne vous décevrai pas. » Antoine Alexandre la regarda par-dessus son épaule. « Vous ne pourriez pas me décevoir, même si vous essayiez. » Et puis il sortit, laissant Lucie seule avec un bébé endormi et un cœur qui battait comme s'il connaissait cet homme depuis 600 ans.
parce que peut-être, elle le connaissait, et c'était ça qui l'effrayait le plus. Les 7 jours suivants furent les plus étranges de la vie de Lucie. Pendant la journée, elle s'occupait de Madame Thérèse. La mère d'Antoine Alexandre était une femme de 65 ans, douce et perspicace. La maladie de Parkinson était encore à un stade précoce. De légers tremblements dans les mains, des difficultés occasionnelles avec l'équilibre, mais un esprit complètement lucide. Madame Thérèse apprécia Lucie immédiatement. Et Lucie l'appréciait aussi. Mais la partie étrange n'était pas le travail, c'était la sensation constante de déjà-vu. Le 3e jour, Lucie aidait Madame Thérèse avec sa physiothérapie dans le salon quand elle eut besoin d'une serviette supplémentaire. Sans réfléchir, elle se leva et se dirigea droit vers le placard dans le couloir est, 2e placard à gauche, étagère du milieu. Elle ouvrit, et là, il y avait les serviettes. Elle se figea, regardant le placard. Comment avait-elle su? Elle n'avait jamais été dans ce couloir auparavant. Madame Thérèse ne sembla rien remarquer. Mais Hélène remarqua. La secrétaire passait dans le couloir. Elle s'arrêta, observa Lucie avec ce regard analytique. « Comment saviez-vous où étaient les serviettes ?» Héléna demanda. Lucie cligna des yeux. « Moi, quelqu'un a dû me le dire. Personne ne vous l'a dit. J'étais avec vous depuis que vous êtes entrés dans la pièce. » Lucie n'avait pas de réponse. Elle ferma simplement le placard, prit sa serviette et retourna dans le salon. Mais elle pouvait sentir les yeux d'Héléna brûler sur son dos. Le 5e jour, quelque chose d'encore plus impossible se produisit. Antoine Alexandre rentra du travail à 19 heures, visiblement stressé. « Réunion difficile », murmura-t-il en croisant Lucie dans le couloir. Elle ramenait Mathis dans sa chambre après le dîner. Elle aurait dû simplement acquiescer et continuer son chemin. Mais au lieu de cela, elle s'entendit dire « Vous devriez prendre une infusion à la camomille avec du miel. Ça aide toujours quand on est tendu. » Antoine Alexandre s'arrêta, se retourna lentement. « Comment savez-vous que je prends de la camomille quand je suis stressé ?» Lucie ouvrit la bouche, la referma. « Je ne sais pas, je pensais que ça vous aiderait. » Mais ce n'était pas vrai. Elle le savait, de la même manière qu'elle savait où se trouvaient les serviettes. De la même manière qu'elle savait qu'Antoine Alexandre aimait le café sans sucre, mais avec une pincée de cannelle, qu'il faisait des cauchemars les mardis et jeudis, qu'il préférait travailler près de la fenêtre parce que la lumière naturelle le calmait. Comment pouvait-elle savoir toutes ces choses? Antoine Alexandre la regardait avec un mélange de fascination et de peur. « Vous savez, dit-il doucement, des choses que vous ne devriez pas savoir. Je l'ai remarqué. Vous savez où se trouve tout dans cette maison. Vous connaissez mes habitudes, mes préférences, comme si j'avais vécu ici avant, » compléta Lucie. Un silence pesant. « Ça devient de plus en plus intense, » dit Antoine Alexandre. « Les visions, les rêves. Je me réveille à 3 heures du matin tous les jours avec le cœur qui bat la chamade parce que j'ai rêvé d'une exécution il y a 600 ans. »« Moi aussi, » murmura Lucie. « Je vois quand ils ont été découverts. Je vois Khalid se faire arrêter, Isabelle crier, et je sens comme si mon cœur s'était brisé ce jour-là. » Antoine Alexandre fit un pas vers elle. « Quelle partie est un souvenir et quelle partie est nous? Je ne sais pas s'il y a une différence. » Et à ce moment précis, dans le couloir mal éclairé d'un hôtel particulier à Paris, en 2025, Antoine Alexandre Leclerc et Lucie Moreau comprirent une vérité impossible. Ils n'étaient pas seulement Antoine Alexandre et Lucie, ils étaient aussi Khalid et Isabelle. 2 âmes qui avaient refusé d'oublier, 2 vies entrelacées à travers les siècles. Et la question n'était plus de savoir si c'était réel. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Vous êtes-vous déjà demandé si vous connaissiez quelqu'un d'une autre vie? Si cette connexion inexplicable a une raison? Si les personnes que vous aimez ont été avec vous avant, sous d'autres formes, à d'autres époques? Pensez-y, et peut-être que vous commencerez à remarquer les coïncidences qui n'en sont pas, la reconnaissance qui ne devrait pas exister, les âmes que votre âme connaît. Le 7e jour,
Elena Vega prit une décision. Elle avait passé une semaine à observer Antoine Alexandre distrait, perdu dans ses pensées, regardant Lucie comme si elle était la réponse à une question qu'il avait passé sa vie à se poser. Lucie, connaissant des choses impossibles, se déplaçant dans l'hôtel particulier comme si elle avait une carte intérieure. Connaissant les préférences d'Antoine Alexandre qu'il avait fallu des années à Elena pour découvrir, et les marques, Elena les avait vues par hasard. Celle d'Antoine Alexandre quand il avait enlevé sa veste pendant une réunion. Celle de Lucie quand sa manche était remontée alors qu'elle jouait avec Matisse. Identique, impossible. Elena ne croyait pas aux coïncidences. Pas après 20 ans à gérer la vie d'un milliardaire. Pas après avoir vu l'impossible se réaliser plus de fois qu'elle ne pouvait en compter. Alors, elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle avait besoin de réponses. Elle enquêta. Elle commença par rechercher. Marque de naissance, croissant de lune. Signification historique. Les résultats la menèrent vers des symboles médiévaux, des amulettes de protection, et puis un article académique sur la royauté espagnole du XVe siècle. Dans l'article, il y avait une référence. Princesse Isabelle d'Aragon, 1425, morte à 18 ans de causes inconnues, enterrée avec un médaillon d'argent en forme de croissant de lune. Elena sentit un frisson. Elle cliqua sur un autre lien. Trouvailles archéologiques du royaume d'Aragon. Et là, une photo. Portrait restauré de la princesse Isabelle d'Aragon, peint en 1424. Elena faillit lâcher son téléphone. Le visage sur la peinture, la forme des yeux verts, la courbe du menton, le sourire doux. C'était Lucie, ce n'était pas ressemblant, c'était identique. Comme si quelqu'un avait pris une photo de Lucie et l'avait insérée dans une peinture d'il y a 600 ans. Impossible. Mais la preuve était là, en pixels. Dans l'histoire documentée, Elena continua à chercher, elle trouva d'autres choses. Un registre historique. Princesse Isabelle d'Aragon promise au duc de Castille. Fiançailles rompues dans des circonstances mystérieuses. 3 jours après l'exécution publique d'un esclave mort pour un crime non spécifié, les rumeurs de la cour suggéraient une liaison romantique interdite. Elena lut et relut, exécutée, esclave mort, princesse morte de chagrin. Et soudain, tout prit son sens. Les visions qu'Antoine Alexandre avait vaguement mentionnées lors d'une réunion, pensant qu'Elena ne faisait pas attention. La façon dont Lucie et Antoine Alexandre se regardaient, comme des âmes reconnaissant des âmes, les marques identiques, la connaissance impossible. Ce n'était pas de la folie, c'était de la réincarnation. Elena passa cette nuit blanche à chercher davantage. Elle trouva le registre d'un médaillon d'argent en forme de croissant de lune trouvé dans la tombe d'Isabelle. Elle trouva des références à un esclave nommé Khalid dans les registres du palais. Et le lendemain, elle alla voir Antoine Alexandre. « Monsieur Leclerc », dit-elle, entrant dans son bureau sans frapper, ce qu'elle ne faisait jamais. « Je dois vous montrer quelque chose. » Antoine Alexandre était assis à son bureau, regardant par la fenêtre. Il ne sembla même pas remarquer son entrée. « Elle est dehors », dit-il distraitement. « Dans le jardin, avec Matisse. Je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Elena, et le pire, c'est que je ne me sens pas coupable. Je sens comme si j'en avais le droit, comme si elle était à moi. »« Elle l'est », dit Elena. Antoine Alexandre la regarda enfin. « Quoi ?» Elena posa la tablette sur le bureau devant lui. Ouvrit l'image du portrait de la princesse Isabelle d'Aragon. Antoine Alexandre regarda et se figea complètement. Qu'est-ce que c'est? Princesse Isabelle d'Aragon, peinte en 1424, morte en 1425 à 18 ans, 3 jours après l'exécution d'un esclave mort nommé Khalid. Antoine Alexandre ne pouvait pas quitter l'image des yeux. « C'est Lucie », murmura-t-il. « C'est exactement Lucie. Je sais. Comment est-ce possible ?» Elena prit une profonde inspiration. « Monsieur Leclerc, Antoine Alexandre, en 20 ans à travailler avec vous, je n'ai jamais menti. Alors, je ne vais pas commencer maintenant. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je vois la preuve.
Un portrait d'il y a 600 ans, un visage identique à celui de Lucie. Un registre historique d'un amour interdit entre une princesse et un esclave, une exécution, une mort de chagrin. Et vous deux, avec des marques identiques, des visions partagées, une reconnaissance impossible. Vous pensez que nous sommes de la réincarnation? Je pense que certaines connexions transcendent l'explicable. Antoine Alexandre tremblait. Hélène ne l'avait jamais vu comme ça, ni pendant la crise financière de 2008, ni pendant son divorce. Jamais. Il attrapa la tablette, zoom sur l'image, analysant chaque détail du visage d'Isabelle. Et puis, d'une voix brisée, il murmura « Je l'ai perdue une fois, je ne la perdrai pas de nouveau. » Hélène acquiesça. « Alors arrête de te battre contre ça. Comment arrêter de lutter contre quelque chose qui défie toute logique? Tu acceptes que tout n'a pas besoin de logique. Certaines choses sont le destin. » Antoine Alexandre regarda à nouveau par la fenêtre. Lucie était assise sur la pelouse, Mathis sur ses genoux, riant de quelque chose que le bébé avait fait, la lumière du soleil créant des auréoles dorées dans ses cheveux châtains. Et Antoine Alexandre le sut, logique ou non, impossible ou non, réel ou non. Il aimait cette femme, non pas parce qu'il la connaissait depuis une semaine, mais parce qu'il la connaissait depuis 6 siècles. Et cette fois, rien ne les séparerait, ni classe sociale, ni jugement, ni le destin, rien. Cette même nuit, Antoine Alexandre prit une décision. S'il existait des réponses, il les trouverait. Peu importe à quel point c'était impossible, peu importe à quel point c'était irrationnel, il avait besoin de savoir la vérité. Alors il fit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé faire. Il prit rendez-vous pour une séance d'hypnose régressive. Le docteur René Dubois était un psychiatre respecté. Spécialisé dans la thérapie de régression, son cabinet était situé dans le 16e arrondissement, une clientèle discrète, une réputation impeccable. Antoine Alexandre arriva au cabinet à 10 heures du matin, un mardi. Il ne dit à personne où il allait, ni à Hélène, ni à Lucie, surtout pas à Lucie. Le docteur Dubois était un homme d'environ 55 ans, cheveux grisonnants, lunettes à monture fine, voix calme et professionnelle. « Monsieur Leclerc », dit-il, après qu'Antoine Alexandre eut vaguement expliqué la raison de sa visite. « L'hypnose régressive n'est pas de la magie. Je ne peux pas garantir que vous allez voir des vies passées. Ce qui se passe généralement, c'est que l'esprit se détend et des souvenirs profonds remontent à la surface. Parfois, ce sont des souvenirs réels de l'enfance. Parfois, ce sont des constructions symboliques de l'inconscient, comme l'expliquait si bien Jung. « Je comprends », dit Antoine Alexandre. « J'ai juste besoin d'essayer. » Le cabinet avait des lumières tamisées, un fauteuil inclinable confortable, une musique douce jouant en arrière-plan. Antoine Alexandre s'allongea. Le docteur Dubois commença avec des exercices de respiration, puis un compte à rebours, voix monotone et apaisante, guidant Antoine Alexandre vers un état de relaxation profonde. Relâchez votre front, vos yeux, votre mâchoire. Laissez tout votre corps s'enfoncer dans le fauteuil. Vous êtes en sécurité, calme, votre esprit est ouvert. Antoine Alexandre sentait ses muscles se détendre, la tension se dissoudre, sa conscience flottant. « Maintenant, » dit le docteur Dubois, « je vais compter de 10 à 1. À chaque nombre, vous allez plus profond. Lorsque j'atteindrai 1, vous serez dans un état où vous pourrez accéder à des souvenirs profonds, des souvenirs que votre conscience quotidienne n'atteint pas. 10, 9, 8. Le monde autour d'Antoine Alexandre commença à s'estomper. 7, 6, 5. Il avait l'impression de flotter, déconnecté de son corps. 4, 3, 2, 1. Et alors Antoine Alexandre n'était plus dans le cabinet. Il était ailleurs, une autre époque. 1425, royaume d'Aragon. La vision ne fut pas progressive cette fois. Elle fut instantanée, totale, comme se réveiller d'un rêve et réaliser que c'était réel. Antoine Alexandre baissa les yeux. Il ne vit pas son costume Hugo Boss. Il vit du tissu grossier et déchiré, des pieds nus, des mains plus sombres que les siennes, des cicatrices
sur les poignets, des chaînes de fer. Il était agenouillé dans le jardin, creusant, plantant des rosiers blancs, et il le savait, sans avoir besoin de demander, sans avoir besoin de confirmer. Il était Khalil, esclave mort capturé lors d'une bataille, propriété du roi Alphonse IV. Quelqu'un s'approcha par derrière, des pas légers sur l'herbe. Khalil se retourna et là, elle était là, la princesse Isabelle d'Aragon, 18 ans, robe dorée, cheveux noirs tombant en vagues parfaites, yeux verts brillants d'intelligence et de compassion. Pas Lucie, mais en même temps c'était Lucie dans chaque détail qui comptait. « Tu plantes des roses », dit Isabelle. Sa voix était douce mais curieuse. « Pourquoi des roses blanches ?» Khalil hésita. Les esclaves ne parlaient pas aux princesses. C'était interdit, dangereux, mais quelque chose dans ses yeux lui donnait envie de répondre. « Dans mon pays », dit-il doucement. Les roses blanches représentent l'amour véritable, celui qui transcende tout. Isabelle sourit, un sourire qui illumina tout le jardin. « Et tu y crois, à l'amour qui transcende tout ?» Khalil la regarda, et il le sut, à cet instant, que sa vie venait de changer pour toujours. « J'y crois », répondit-il. La vision accéléra. Antoine-Alexandre vit des mois passés en quelques secondes, des rencontres secrètes dans le jardin tous les soirs, des conversations qui duraient des heures. Khalil enseignant à Isabelle les étoiles, Isabelle enseignant à Khalil à lire et à écrire en espagnol, des rires doux, des contacts accidentels qui devinrent intentionnels, des regards qui duraient un peu trop longtemps, et puis le premier baiser, sous la fontaine en forme de croissant de lune. La pleine lune illuminant le jardin. Khalil s'était juré de ne pas franchir cette ligne, mais quand Isabelle le regarda de cette façon, quand elle chuchota son nom comme une prière, il ne put résister. Il l'embrassa, et ce fut comme si 600 ans de solitude prenaient une fin d'un coup. La vision continua. Antoine-Alexandre sentit chaque émotion, chaque moment volé, chaque promesse chuchotée. Khalil donna à Isabelle un médaillon en argent en forme de croissant de lune. Volé à un marchand, le seul cadeau qu'il pouvait offrir, Isabelle pleura et en échange fit quelque chose de permanent. Elle trouva un tatoueur clandestin, se fit faire une marque sur son poignet, croissant de lune, preuve d'amour éternel. Khalil fit de même, sur son épaule, où personne ne verrait. Nous nous retrouverons à chaque vie, chuchota Isabelle en tenant sa main. Ces marques le garantiront, nos âmes se reconnaîtront. Et peu importe combien de temps passe. Et puis, la tragédie, 23 décembre 1425, un garde-vie. Khalil et Isabelle s'embrassaient dans le jardin à minuit. Le garde courut chez le roi. Khalil fut arrêté immédiatement, battu, jeté dans une cellule. Isabelle tenta d'intervenir, implora son père. Mais le roi était furieux, l'honneur de la couronne, la promesse de mariage avec le duc de Castille. Tout était en jeu. Khalil serait exécuté publiquement. Un exemple pour tous les autres esclaves, Antoine-Alexandre sentit, pas seulement assista, sentit la terreur de Khalil dans la cellule, la douleur des blessures, le désespoir de savoir qu'il ne reverrait plus jamais Isabelle, et puis, le jour de l'exécution, place centrale, foule, potence dressée, Khalil fut traîné, mains liées, cou déjà marqué par la corde, mais ses yeux ne cherchaient qu'une seule chose, et la trouvèrent. Isabelle courant à travers la foule, des gardes essayant de la retenir, mais elle se battit, arriva jusqu'à lui. Elle prit les mains de Khalil pour la dernière fois. « Je te retrouverai à chaque vie », pleura-t-elle. « Peu importe où tu es, mon âme reconnaîtra toujours la tienne, et moi je te chercherai dans chaque vie », murmura Khalil en retour. Même si ça prend 600 ans, les gardes l'éloignèrent. Khalil fut conduit à la potence. Antoine-Alexandre sentit la corde autour de son cou. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il sentit la douleur, la panique, l'obscurité. Et la dernière chose qu'Antoine-Alexandre vit avant que tout ne s'éteigne, c'était Isabelle criant son nom. La vision changea. 3 jours plus tard, la chambre d'Isabelle au palais. Elle n'avait rien mangé, elle n'avait pas dormi.
juste allongé dans son lit, serrant le médaillon de croissant de lune, pleurant. Au troisième jour, son cœur simplement s'arrêta. Les médecins dirent que c'était une fièvre soudaine. Mais tout le monde à la cour connaissait la vérité. Elle mourut de chagrin, le cœur brisé, et à son dernier souffle, Isabelle murmura « Je te retrouverai à chaque vie ». La vision prit fin abruptement. Antoine Alexandre revint au cabinet avec un cri « Isabelle !» Il se redressa soudain sur le fauteuil, transpirant, pleurant, tremblant. Le docteur Mendoza se leva, alarmé. « Monsieur Leclerc, ça va ?» Mais Antoine Alexandre ne pouvait pas répondre, juste pleurer. Des larmes qui n'étaient pas seulement les siennes. Elles étaient celles de Khalid, celles de 600 ans de séparation, celles d'un amour qui transcendait la mort. « Je l'ai perdue !» sanglota-t-il. « Je l'ai perdue et elle est morte à cause de moi. » Le docteur Mendoza lui apporta de l'eau, essaya de calmer Antoine Alexandre. Mais il fallut 20 minutes pour qu'Antoine Alexandre puisse respirer normalement. « Qu'avez-vous vu ?» demanda doucement le docteur Mendoza. Et Antoine Alexandre raconta tout, chaque détail. Khalid, Isabelle, l'amour interdit, l'exécution, la mort d'elle. Le docteur Mendoza écouta en silence. Quand Antoine Alexandre eut terminé, le docteur dit « Parfois, l'esprit crée des narrations basées sur nos peurs et nos désirs inconscients. Un peu comme le refoulement décrit par Freud, mais projeté. Ce n'était pas mon esprit, dit Antoine Alexandre avec une certitude absolue. C'était la mémoire, une mémoire réelle. Je l'ai senti, je l'ai vécu. » Antoine Alexandre quitta le cabinet 2 heures plus tard, complètement transformé. Il n'avait plus de doute. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de l'imagination. Il était Khalid. Lucie était Isabelle. Et 600 ans plus tard, ils s'étaient retrouvés. Antoine Alexandre rentra au manoir vers 15 heures, entra par la porte principale, alla directement au salon où il savait que Lucie serait avec sa mère. Et elle était là, assise sur le canapé. Mathis dormant dans un landau à côté, Madame Moreau somnolent dans le fauteuil, Lucie lisant un livre. Elle leva les yeux quand Antoine Alexandre entra et sut immédiatement que quelque chose avait changé. « Antoine Alexandre ?» Elle se leva, laissant tomber le livre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Antoine Alexandre traversa le salon en 3 pas, s'arrêta devant elle, les yeux rouges, le visage taché de larmes anciennes. « J'ai vu, » dit-il, « j'ai tout vu. » « Vu quoi ?»« Nous, il y a 600 ans. J'ai fait de l'hypnose régressive et, Lucie, j'ai vu. Le jardin, l'exécution, moi, je suis mort sur cet échafaud. Et toi, tu es morte 3 jours plus tard. » Lucie porta la main à sa bouche. « Non, je suis mort dans tes bras en premier, et tu n'as pas supporté. Ton cœur s'est juste arrêté. Ça ne peut pas être réel. C'est réel, dit Antoine Alexandre, la voix brisée. Je l'ai senti. Ce n'était pas une vision, c'était la mémoire. Lucie, je me souviens de t'aimer tellement que j'ai préféré mourir plutôt que de rester loin. Je me souviens de ta promesse. Je me souviens de tout. » Lucie commença à trembler, des larmes coulant sur son visage. Antoine Alexandre tendit la main, toucha son visage. Et au moment où sa peau toucha la sienne, la vision vint. Mais cette fois, les deux virent, ensemble. Simultanément, ce n'était pas un flash, c'était une immersion totale. Ils virent la première rencontre dans le jardin. Ils virent les 6 mois d'amour secret. Ils virent les promesses, les marques, la découverte, la prison, l'exécution, la mort. Ils virent tout, côte à côte, comme des témoins de leur propre vie passée. Quand la vision prit fin, les deux étaient par terre. Antoine Alexandre à genoux, Lucie assise, le dos contre le canapé, les deux pleurant. Madame Moreau s'était réveillée mais resta en silence, observant, comprenant plus qu'elle ne le devrait. « C'était toi », murmura Lucie, « tout ce temps, dans chaque rêve, dans chaque mémoire qui n'était pas la mienne. C'était toi, et toi tu étais elle, » répondit Antoine Alexandre. « Isabelle, ma princesse, mon âme sœur, je t'ai cherché dans chaque personne que j'ai connue, et je ne t'ai jamais trouvée.
jusqu'à cette nuit sous la pluie. Pourquoi? Demanda Lucie. Pourquoi nous sommes-nous retrouvés? Antoine Alexandre secoua la tête. Je ne sais pas. Une promesse, le destin, un amour qui a refusé de mourir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avant qu'Antoine Alexandre ne puisse répondre, Lucie se leva brusquement. Comme en transe, elle marcha vers l'autre côté de la pièce. Il y avait un piano à queue, un instrument qu'Antoine Alexandre touchait rarement. Un héritage de son grand-père. Lucie s'assit sur le banc, regarda les touches comme si elle les voyait pour la première fois. « Tu joues du piano ?» demanda Antoine Alexandre confus. « Non » murmura Lucie. « Je n'ai jamais appris. » Mais ses mains se déplacèrent sur les touches. Ses doigts, trouvant des positions qu'il ne devrait pas connaître, et elle commença à jouer. La mélodie était ancienne, médiévale, rien qui existait en 2025. Des notes sur une échelle qui n'était plus utilisée, un rythme qu'Antoine Alexandre ne reconnaissait pas, mais en même temps, il reconnaissait parfaitement. Parce que c'était la chanson que Khalid avait l'habitude de fredonner à Isabelle les nuits dans le jardin, une mélodie mauresque qu'il avait apprise dans son enfance. « Comment connais-tu cette chanson ?» murmura Antoine Alexandre, s'approchant. « Je ne sais pas, » répondit Lucie, des larmes coulant sur les touches. « Mais mes doigts savent, comme si j'avais joué 1000 fois. » Elle continua à jouer. La mélodie remplissait la pièce. Ancienne, impossible, magnifique. Et quand elle termina le dernier accord, Lucie s'effondra. Antoine Alexandre la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la serra contre lui, les deux pleurant, les deux acceptant enfin la vérité. Ils n'étaient pas fous. Ils étaient des âmes qui s'étaient aimées il y a 600 ans, séparées par une mort violente et une tragédie, mais réunies par une promesse qui avait transcendé les siècles. « Je ne te perdrai plus », murmura Antoine Alexandre contre ses cheveux. « Peu importe ce qui arrive, peu importe qui juge, peu importe rien. Je t'ai perdu une fois et il a fallu 600 ans pour te retrouver. Je ne te laisserai pas partir. » Lucie s'écarta juste assez pour regarder dans ses yeux. « Et Antoine Alexandre, et si ça se reproduit, et si la tragédie se répète, alors nous affronterons ça ensemble, » dit Antoine Alexandre. « Cette fois, il n'y a pas de roi pour nous séparer, pas d'exécution, pas de mort, seulement nous. Et le choix d'être enfin ensemble. Tu es sûr ?» demanda Lucie. « Je suis employé, tu es milliardaire, le monde peut juger autant qu'il veut, » interrompit Antoine Alexandre. « Mais mon âme connaît la tienne depuis 600 ans. Et c'est tout ce qui compte. » Lucie le regarda. Antoine Alexandre Leclerc, 38 ans, milliardaire, PDG, un homme rationnel qui ne croyait pas au destin, mais qui était à genoux devant elle, pleurant, déclarant un amour qui avait traversé 6 siècles. Et Lucie comprit, certaines histoires ne se terminent pas. Elles font juste une pause, attendant le moment propice pour continuer. 600 ans, c'était une longue pause. Mais enfin, ils étaient à nouveau ensemble. Si vous croyez aux âmes sœurs, si vous croyez que l'amour véritable transcende le temps et l'espace, si vous avez déjà regardé quelqu'un et ressenti une reconnaissance qui défie toute explication, alors vous savez, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas une coïncidence, c'est le destin qui accomplit une ancienne promesse. Et parfois, l'amour est trop fort pour mourir, même après 600 ans. Cette nuit-là, Antoine et Lucie étaient assis dans le jardin. Mathis dormait paisiblement dans un landau à côté d'eux. Les étoiles scintillaient au-dessus, exactement là où Khalid et Isabelle avaient l'habitude de se retrouver, 600 ans plus tôt. « Tu penses qu'ils savaient ?» demanda Lucie à voix basse. « Qu'on se retrouverait de nouveau ?» Antoine fixa les marques. Un croissant de lune sur son épaule, un croissant de lune sur son poignet. « Ils se sont assurés qu'on le saurait, » répondit-il. Les marques étaient des cartes, guidant nos âmes, l'une vers l'autre. Lucie toucha la marque sur son poignet. J'ai toujours pensé que c'était juste une tache de naissance, quelque chose d'aléatoire. Ce n'était pas aléatoire, c'était une promesse. Antoine prit sa main, entrelaça leurs doigts, et pour la première fois en 600 ans,
Khalid et Isabelle se tenaient la main à nouveau, sans peur, sans se cacher, sans tragédie imminente, juste de l'amour, un amour qui avait attendu 6 siècles, un amour qui avait survécu à la mort, un amour qui était enfin libre d'exister. « Je t'aime », dit Antoine. « Je ne sais pas si c'est trop tôt pour le dire, mais j'ai l'impression de t'aimer depuis 600 ans, alors peut-être que ce n'est pas trop tôt. » Lucie sourit à travers ses larmes. « Je t'aime aussi, et tu as raison. Ce n'est pas trop tôt, c'est tard. 600 ans trop tard. » Ils s'embrassèrent là, sous les mêmes étoiles, dans le même jardin, accomplissant une promesse qu'ils avaient faite dans une autre vie. « Je te retrouverai à chaque vie. » Une promesse tenue, finalement. Une semaine plus tard, Élise entra dans le bureau d'Antoine avec un paquet dans les mains. « Monsieur Leclerc, vous devez voir ça, dit-elle. » Antoine était assis à son bureau, Lucie à ses côtés. Il passait en revue des projets, pas des projets d'affaires, mais des projets de vie, d'avenir, de comment naviguer dans un monde qui ne comprenait pas ce qu'ils avaient. Élise posa le paquet sur la table, l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un dossier, et dans le dossier, des preuves. J'ai contacté le musée d'histoire de France, expliqua Élise. Je leur ai parlé des marques, des visions. J'ai demandé l'accès aux archives concernant la princesse Isabelle d'Aragon. Antoine et Lucie échangèrent un regard. Puis ils regardèrent le dossier. Élise l'ouvrit lentement. La première page était une copie haute résolution du portrait de la princesse Isabelle, peint en 1424. Lucie laissa échapper un petit son. C'était son visage, exactement son visage. Comme si quelqu'un avait pris une photo d'elle et l'avait transposée sur une toile, 600 ans auparavant. La deuxième page était un document historique, un registre d'inventaire de la tombe d'Isabelle, ouverte par des archéologues en 1987. Objet trouvé, lut Antoine à voix haute. Un médaillon en argent en forme de croissant de lune, inscrit avec les mots en arabe ancien. Mon amour transcende le temps. Lucie porta sa main à sa bouche. Élise tourna la page. Il y avait une photo du médaillon réel, argenté, oxydé par le temps, mais parfaitement conservé, en forme de croissant de lune, exactement comme Antoine l'avait vu dans la vision. Il y a plus, dit Élise à voix basse. Elle tourna d'autres pages, des registres du palais de 1425, et là, une entrée, 23 décembre 1425, exécution publique de l'esclave Maur Khalid ibn Rachid pour crime de profanation contre la princesse Isabelle. Sentence, mort par pendaison, exécution achevée à midi. Et 3 jours plus tard, une autre entrée, 26 décembre 1425, la princesse Isabelle d'Aragon est décédée. Cause officielle, fièvre soudaine. Cause murmurée par la cour, cœur brisé, enterré avec le médaillon d'argent qui appartenait à l'esclave exécuté. Antoine ne parvenait pas à respirer. Lucie pleurait silencieusement. « Tout est là, dit Élise. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un mythe. C'est de l'histoire documentée. Vous deux, Khalid et Isabelle, amour interdit, exécution, mort de chagrin, tout est réel. » Antoine regarda Lucie. « Et ça prouve, murmura-t-il, que nous ne sommes pas fous, compléta Lucie. Élise posa la dernière page sur la table. C'était un article académique récent, 2023, sur les phénomènes de réincarnation documentés. L'auteur mentionnait le cas de Khalid et Isabelle, comme l'un des exemples les mieux documentés d'amour qui a possiblement transcendé les générations. Et cela se terminait par une phrase: « Si les taches de naissance peuvent être transmises génétiquement, pourquoi pas les souvenirs des âmes ?» Antoine prit la main de Lucie, entrelaça leurs doigts, regarda les marques, croissant de lune, des cartes de 600 ans, les guidant l'un vers l'autre. « Nous avons la preuve, dit-il. Nous avons l'histoire, nous avons les documents. Nous avons tout, mais même sans rien de tout ça, même si le monde entier disait que nous sommes fous, je te choisirai toujours. » Lucie sourit à travers ses larmes. « Et je te choisirai toi, à chaque vie. » Élise quitta le bureau silencieusement.
les laissant seuls avec la vérité impossible qui avait maintenant une validation historique. Un amour qui a transcendé 600 ans n'était pas un fantasme, c'était un fait documenté, mais tout n'était pas facile. 2 semaines plus tard, le conseil d'administration de Leclerc Holdings convoqua une réunion d'urgence. Antoine avait été vu publiquement avec Lucie. Dîner, promenade, se tenant la main. Un milliardaire de 38 ans avec une ancienne sans-abri de 28 ans. Mère célibataire, employée, les médias commençaient à le remarquer. Les commérages se répandaient et le conseil n'était pas content. « Monsieur Leclerc », dit Richard Mercier, président du conseil, « votre vie personnelle est la vôtre, mais quand elle affecte l'image de l'entreprise, elle ne l'affecte pas, interrompit Antoine. Ma vie personnelle n'a aucun rapport avec ma capacité à diriger cette entreprise. Les actions ont chuté de 3% cette semaine, dit un autre membre du conseil. Les investisseurs sont inquiets de votre situation. Ma situation, répéta Antoine, la voix dangereusement calme. Vous voulez dire ma relation avec Lucie Moreau? Un silence inconfortable se fit autour de la table. Avec tout le respect que je vous dois, dit finalement Richard, elle ne vient pas de notre monde, elle n'a pas d'éducation, elle n'a pas de ressources, elle a un enfant d'un autre homme. Et monsieur Leclerc, vous êtes le visage de cette entreprise. Des milliards d'euros dépendent de votre réputation. Antoine se leva, regarda chaque personne dans la pièce. Des hommes et des femmes qui travaillaient pour lui depuis des années, qui gagnaient des millions grâce à ses décisions. Vous avez raison sur une chose, dit-il. Lucie ne vient pas de notre monde. Elle vient d'un monde où les gens dorment dans la rue pour protéger leurs enfants de la pluie, où la dignité vaut plus que l'argent, où l'amour est plus important que les apparences. Antoine, commença Richard, et vous avez également raison de dire que je suis le visage de cette entreprise, continua Antoine. Alors écoutez bien ce que je vais dire. Lucie Moreau est la femme que j'aime, pas pour une semaine, pas pour 1 an, pour 600 ans. Et si vous ne pouvez pas accepter cela, si vous pensez que mon bonheur est moins important que 3% des actions, alors acceptez ma démission. Le silence était absolu. Quoi? Murmura Richard. Je démissionne de la présidence, dit Antoine clairement. Je garde mes actions, je garde ma participation, mais je ne serai plus PDG. Nommez Élise présidente. Elle est plus compétente que moi de toute façon. Antoine se dirigea vers la porte, s'arrêta, se retourna, et pour que ce soit clair, Lucie a plus de dignité dans un seul doigt que vous tous réunis. Elle m'a sauvé, pas de la ruine financière, du vide existentiel. Et ça n'a pas de prix. Il quitta la pièce, et pour la première fois depuis 15 ans, il se sentit complètement libre, parce qu'Antoine Alexandre avait tout perdu par amour pour Isabelle. Mais cette fois, Antoine Alexandre choisirait Lucie avant tout, et aucun conseil, aucune opinion publique, aucun jugement ne changerait ça. Certaines histoires valent plus que des empires. Cette histoire ne devrait pas exister. Un milliardaire et une employée de maison, des âmes sœurs depuis 600 ans, des taches de naissance identiques, des visions partagées, un amour qui défie la mort, mais elle existe, et elle se déroule maintenant, à cet instant précis, quelque part dans le monde. 2 personnes se reconnaissent, ressentent quelque chose qu'elles ne peuvent expliquer, un amour qui transcende la logique. 3 mois plus tard, Antoine Alexandre et Lucie vivaient ensemble dans le manoir, non pas comme patron et employés, mais comme partenaires, comme des âmes qui se sont enfin retrouvées. Mathis avait 5 mois, il grandissait fort et en bonne santé. Il appelait Antoine Alexandre papa, sans savoir qu'il n'était pas son père biologique. Mais Antoine Alexandre s'en fichait, parce que l'amour n'a pas besoin de biologie pour être réel. Donna Thérèse rayonnait. Sa santé s'était même améliorée, comme si avoir l'amour véritable dans la maison guérissait mieux que n'importe quel médicament. Et Elena avait été promue présidente de Leclerc Holdings, et étonnamment, les actions ont augmenté de 7% dès le 1er mois.
parce que la compétence finit toujours par vaincre la politique. Antoine Alexandre ne regrettait pas son ancien poste. Il passait ses journées avec Lucie, à jouer avec Matisse, à planter des roses blanches dans le jardin, exactement là où Khalid avait l'habitude de les planter 600 ans plus tôt. Le soir, il s'asseyait sous les étoiles, et Antoine Alexandre racontait à Lucie les constellations, comme Khalid l'avait fait pour Isabelle. Certaines choses ne changent jamais. En mars 2026, Antoine Alexandre et Lucie se rendirent en Espagne. Ils allèrent au Musée national d'histoire, demandèrent une autorisation spéciale pour voir les artefacts de la princesse Isabelle d'Aragon. Le conservateur, un vieil homme nommé Miguel, les conduisit dans une salle à l'arrière. Climatisée, protégée, et là, dans une vitrine en verre, se trouvait le médaillon, croissant de lune, argent oxydé, inscription en arabe, « Je te retrouverai à chaque vie ». Lucie se mit à pleurer, parce que c'était réel, tout était réel. « Nous, pouvons-nous le toucher ?» demanda Antoine Alexandre. Miguel hésita, puis acquiesça. Juste un instant. Il ouvrit la vitrine et plaça délicatement le médaillon dans la paume d'Antoine Alexandre. Et au moment où le métal toucha sa peau, Antoine Alexandre sentit. Ce n'était pas une vision, c'était une sensation, une mémoire physique. Khalid tenant exactement cet objet, le donnant à Isabelle, lui promettant l'amour éternel. Lucie toucha également le médaillon, ferma les yeux et vit Isabelle recevoir ce cadeau, pleurant de joie, embrassant Khalid sous la lune. Quand ils rouvrirent les yeux, Miguel les regardait avec une expression étrange. « Vous avez senti, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Je travaille ici depuis 40 ans. J'ai vu des centaines de personnes regarder ce médaillon. Mais vous deux, vous l'avez touché comme si c'était à vous. » « C'était le cas, » murmura Lucie. « Dans une autre vie. » Miguel sourit. Un sourire de quelqu'un qui a vu trop de choses pour douter de l'impossible. Ensuite, Antoine Alexandre et Lucie se rendirent à l'endroit où la princesse Isabelle était enterrée. Une petite chapelle à la périphérie de Saragosse. Il y avait une simple pierre tombale, Isabelle d'Aragon, 1407-1425, princesse aimée, cœur pur. Antoine Alexandre et Lucie s'agenouillèrent, déposèrent des roses blanches devant la pierre tombale. « Merci », murmura Antoine Alexandre, « de n'avoir jamais abandonné, d'avoir laissé ses marques, de t'être assuré que nous nous retrouverions. » Lucie toucha la pierre tombale. « Promesse tenue, » dit-elle. 600 ans plus tard, mais tenue. Et là, dans une chapelle silencieuse en Espagne, Khalid et Isabelle eurent enfin la conclusion qu'ils n'avaient jamais pu avoir en 1425. Amour reconnu, amour honoré, amour éternel. En décembre 2026, exactement un an après leur rencontre, Antoine Alexandre et Lucie se marièrent. Ce n'était pas un grand mariage, pas 500 invités, pas de presse. C'était dans le jardin du manoir, sous la même lune, au même endroit où Khalid et Isabelle se rencontraient autrefois. Seulement 10 personnes, Donna Thérèse, Elena, quelques amis proches, et Matisse, 1 an et 3 mois, comme garçon d'honneur. Antoine Alexandre portait un costume simple. Lucie portait une robe blanche qu'Elena avait aidé à choisir, et quand Antoine Alexandre vit Lucie traverser le jardin vers lui, pendant une seconde, juste une seconde, il vit Isabelle, une robe dorée, des cheveux noirs, des yeux verts brillants. Il cligna des yeux, et c'était Lucie à nouveau, sa Lucie, son Isabelle, son âme sœur depuis 600 ans. Les vœux étaient simples. Moi, Antoine Alexandre Leclerc, je promets de t'aimer, non seulement dans cette vie, mais dans toutes celles à venir, parce que mon âme connaît la tienne. Et aucune force dans l'univers ne peut séparer ce qui a toujours été destiné à être un. Moi, Lucie Moreau, je promets de t'aimer, à travers le temps, à travers la mort, à travers tout, parce que tu es ma maison, peu importe où je suis, quand je suis avec toi, je suis à la maison. Ils échangèrent des alliances, pas en or, mais en argent, avec de petits croissants de lune gravés à l'intérieur.
Et quand ils s'embrassèrent, c'était comme si 600 ans de séparation se terminaient d'un seul coup. Deux âmes, une histoire, un amour éternel. Le lendemain, Antoine-Alexandre adopta légalement Mathis. Mathis Antoine-Alexandre Leclerc Moreau. Et quand ils signèrent les papiers, quand Mathis devint officiellement son fils, Antoine-Alexandre pleura, parce qu'en 1425, Khalid n'a jamais eu de famille. Il est mort seul, sans enfant, sans avenir. Mais en 2026, Antoine-Alexandre avait tout. Une femme, un fils, l'amour, un avenir, une rédemption complète. 6 mois plus tard, Antoine-Alexandre et Lucie ont ouvert une ONG, Croissant de Lune, une aide pour les mères célibataires sans abri. Le financement initial était de 10 millions d'euros, l'argent personnel d'Antoine-Alexandre. Le programme offrait un logement temporaire, une formation professionnelle, des soins médicaux, une crèche pour les bébés, tout ce dont Lucie avait eu besoin et n'avait pas eu quand elle était à la rue. La première année, Croissant de Lune a aidé 47 mères et 52 enfants. La deuxième année, 120. La troisième année, ils ont ouvert 3 unités dans différentes villes, et dans chaque unité, dans le jardin, Antoine-Alexandre a planté des roses blanches, parce que l'amour qui transcende le temps doit être multiplié, parce que les miracles doivent être partagés, parce que certaines personnes ont une seconde chance, et la seule façon de l'honorer est de donner une seconde chance aux autres. Aujourd'hui, en 2028, Antoine-Alexandre a 40 ans, Lucie en a 30. Mathis a 3 ans et demi, ils vivent dans le même manoir, mais maintenant il y a plus de rire, plus d'amour, plus de vie. Antoine-Alexandre n'est plus PDG, mais il est plus heureux qu'il ne l'a jamais été. Il travaille à temps partiel comme consultant et passe le reste de son temps avec sa famille et son ONG. Lucie a repris son travail d'infirmière 2 fois par semaine à l'hôpital public parce que prendre soin des gens est ce qu'elle est. Mathis va à la crèche, appelle Antoine-Alexandre papa sans connaître toute l'histoire. Un jour, ils la lui raconteront sur Khalid et Isabelle, sur des promesses vieilles de 600 ans, sur un amour qui transcende la mort. Mais pour l'instant, il a juste besoin de savoir qu'il est aimé, profondément aimé. Chaque soir, après avoir couché Mathis, Antoine-Alexandre et Lucie s'assoient dans le jardin, au même endroit, sous les mêmes étoiles scintillantes. Et parfois, seulement parfois, quand la lune est pleine et que le vent murmure à travers les roses blanches, ils entendent des échos, des rires anciens, des promesses murmurées en vieux français, d'un amour qui n'est jamais vraiment mort. Il a juste attendu, patiemment attendu, 600 ans, une éternité, jusqu'à ce que 2 âmes soient prêtes à se retrouver, ici, à Paris. Avez-vous quelqu'un comme ça dans votre vie? Quelqu'un que, lorsque vous le regardez, vous ressentez une reconnaissance que vous ne pouvez pas expliquer, une connexion qui ne devrait pas exister, mais qui pourtant est là. Peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que c'est une âme qui reconnaît une autre âme. Peut-être que vous aussi, vous avez une histoire qui a commencé bien avant cette vie, une histoire qui transcende le temps. Pensez-y, et peut-être, juste peut-être, commencerez-vous à comprendre l'immensité de ce lien. Certaines connexions n'ont aucune explication rationnelle, aucune, parce qu'elles existaient déjà avant votre naissance. Elles sont inscrites dans votre ADN, et elles continueront d'exister après votre départ. Elles sont éternelles. Ceci n'est pas la fin d'une histoire, absolument pas. C'est la continuation de quelque chose qui a commencé il y a 600 ans. Une histoire d'amour gravée dans le temps et qui va continuer, vie après vie, siècle après siècle. Tant que durera le temps, parce que lorsque 2 âmes se marquent, lorsque 2 cœurs font une promesse sous la lune croissante, lorsque 2 êtres s'aiment si profondément que même la mort ne peut les séparer, rien ne le peut. Ils retrouvent toujours, le chemin l'un vers l'autre,
inlassablement. Antoine-Alexandre Leclerc et Lucie Moreau ne se sont pas rencontrés le 15 décembre 2025. Non, ils se sont retrouvés, après une longue séparation, après une éternité d'attente. Et ça, c'est toute la différence. L'essence même de leur union. Fin? Non, non, ce n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. C'est juste un recommencement, un nouveau chapitre qui s'ouvre. Parce que pour les âmes sœurs, il n'y a jamais vraiment de fin. Jamais. Ça continue, inéluctablement, sous des formes différentes, dans des époques différentes, dans des vies différentes, mais toujours ensemble, toujours connectés, par un fil invisible, toujours 600 ans d'attente, une éternité. Mais cela valait la peine, chaque seconde, chaque instant, parce qu'un amour véritable, un amour qui marque les âmes avec des lunes croissantes, un amour qui promet « je te retrouverai à chaque vie », un amour comme ça, cet amour ne meurt jamais, jamais au grand jamais. Il attend juste son moment, patiemment, dans l'ombre, et quand il arrive, quand il se révèle au grand jour, c'est magique, c'est extraordinaire, c'est impossible. En théorie, c'est réel, concrètement, et c'est pour toujours, à jamais.